Je suis très heureux de vous retrouver sur Ecofin Télévision pour ce tout nouveau numéro de votre magazine. Les dossiers sur votre télévision, c'est un dossier justement qui a bouleversé le monde financier et bancaire, en particulier en République démocratique du Congo depuis 2016. La chute de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC en sigle, une banque qui a fait faillite et qui a laissé plusieurs victimes derrière elle. Nous en parlons aujourd'hui avec Monsieur Patrick Moudiangou. Il est vice-président du collectif des agents et cadres de la BIAC. Ici en République démocratique du Congo, nous évoquerons donc tous les aspects liés notamment à ce que la BIAC a commis, a laissé comme victime derrière elle. Monsieur Patrick Moudiangou, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur les journalistes, c'est Patrick Mandiangou. Patrick Mandiangou, voilà, je corrige. Merci beaucoup donc d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je l'ai donc dit, vous êtes président, vice-président du collectif des agents et cadres de la BIAC. On suppose que vous étiez agent justement de la BIAC au moment de cette faillite en 2016. Dites-nous comment vous avez vécu cela avant d'avancer. La situation était compliquée parce que quand une banque a un problème de liquidité, nous, en tant qu'agents, on ne savait pas nous payer. On ne savait pas nous payer. Non seulement on ne savait pas nous payer, les soins de santé, c'était compliqué. Et en tant que père de famille, on devait nourrir sa famille. Mais lorsque la paye ne suit pas, donc c'était compliqué. Il y a beaucoup de collègues qui sont décédés et je commence en fait par rendre en fait grâce, ou je dirais même je commence par vous dire en fait nous avons perdu beaucoup de collègues qui sont morts à cause de cette situation et puis ils continuent à mourir jusqu'à aujourd'hui. Donc si on compte le nombre de décès et les collègues et les membres des familles, nous pouvons atteindre à peu près à 50 à 60 personnes qui sont parties aujourd'hui. 50 à 60 personnes qui sont parties aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Quelles ont été les causes, notamment en interne? Comment vous avez vécu cette situation-là en interne? En interne, en fait, les causes internes, c'est depuis 2009-2010 que la Banque centrale demande aux actionnaires de la banque, aux propriétaires, de faire une augmentation de capital. Et si en fait ils n'ont pas les moyens pour faire une augmentation de capital, qu'ils puissent au moins ouvrir l'actionnariat à d'autres personnes qui pouvaient venir avec des capitaux. Cela permettant en fait à la banque de se relancer. Et il y a eu même en fait un plan de redressement qui a été mis en place. Mais malheureusement, ce plan de redressement n'a pas été financé. En fait, il n'y a pas eu les moyens pour financer ces plans de redressement. Les moyens n'ont pas suivi. Les moyens n'ont pas suivi. Et c'est ce qui a fait que la banque est arrivée on dirait à la faillite. On dirait à cette faillite qui a énormément causé du tort, et à vous qui étiez agent de la banque, et aux clients, aux épargnants qui étaient justement dans cette banque. Alors, comment est-ce que vous en êtes pris, vous, en tant que collectif des agents et cadres de la BIAC, pour pouvoir vous prémunir contre cette situation afin de ne pas connaître tout ce que vous avez évoqué ici, des décès et autres? Alors, les communs des mortels doivent savoir que l'idée de créer les collectifs est venue sur le fait que nous avons observé la manière d'agir de nos actionnaires. La plupart des sociétés des actionnaires qui ont été liquidées, les agents n'ont jamais été payés, ou s'ils ont été payés, ils ont été payés de la manière dont les actionnaires trouvaient qu'ils pouvaient les payer. Il y a même un collègue qui dit, en fait, on donnait aux agents en fait les salaires des prolétaires, c'est-à-dire vous n'avez rien à dire, ils prennent la décision d'autorité et puis ils vous payent. Et c'est comme ça qu'on s'était dit. Et quand ils payaient les agents comme ça a été toujours en complicité avec la délégation syndicale. Nous sommes les intellectuels, en fait, les cadres de direction, et certains cadres aussi conventionnés. Nous avons eu à réfléchir, nous avons vu comment est-ce que
les actionnaires agissaient. Et c'est de cette façon-là qu'on s'est dit, on doit mettre les verrous pour que ce qui est arrivé aux autres ne nous arrive pas. Et c'est comme ça que nous avons eu l'idée, le 9 janvier 2021, nous avons créé en fait les collectifs des agents et cadres de la BIAC. Et ces collectifs-là regroupaient en fait et les agents syndiqués et les agents non syndiqués. Les agents non syndiqués, en fait, ce sont des cadres de direction qui ne sont pas régis par la convention. En fait, la convention collective est là, mais ils sont des agents hors conventionnés. Vous voyez? Donc c'est comme ça que on s'est mis d'accord, on s'est mis ensemble, on a dit, ben, pour ces combats, pour que ce qui est arrivé aux autres ne nous arrive pas, nous devons créer en fait un collectif. Parce que les collectifs avaient l'avantage, ils pouvaient aller en justice contre les actionnaires. Par contre, la délégation syndicale qui n'a pas de personnalité juridique ne pouvait pas en fait aller en justice contre les actionnaires. Mais est-ce que vous êtes écouté aujourd'hui, ce collectif? Le collectif est très écouté. Le collectif est très écouté parce que ben, nous sommes dans les combats et les actionnaires sont en train de faire ce qu'ils font. En fait, ce que l'on doit savoir, en fait, le collectif est du côté des légalistes. Nous sommes là, en fait, pour soutenir la loi bancaire. Parce que la loi bancaire définit, en fait, comment est-ce qu'une liquidation peut s'effectuer. Voilà. Cette liquidation qui est en cours, d'ailleurs. La liquidation qui est en cours, mais il y a eu beaucoup d'imbroglio. Il y a eu beaucoup d'imbroglio suite, en fait, à la mauvaise foi des actionnaires. Parce que le secteur bancaire, c'est un secteur très réglementé. Il y a la loi 003 du 2 février 2022 et 2002. Cette loi-là encadre le fonctionnement d'une banque. En fait, en commençant par la naissance d'une banque, la création d'une banque, la vie d'une banque et la liquidation d'une banque. La liquidation, on peut prendre ça comme en fait la mort d'une banque. Vous voyez? Donc, la loi bancaire encadre tout ça. Elle définit la manière en fait de se comporter, la manière d'agir, de poser des actes. Tout est bien défini. Mais les actionnaires n'ont pas voulu, en fait, de la loi bancaire. C'est ça le vrai problème. Le problème est que... qu'ils sont en train de marcher en marge de la loi. De la loi bancaire. Ils sont en train de marcher en marge de la loi bancaire. En fait, ils ont commencé... Et sous l'œil de l'autorité de régulation qui est la Banque centrale. Sous l'œil de l'autorité de régulation, l'autorité de régulation est en train de se battre. Mais vous connaissez notre pays. En fait, il y a eu beaucoup d'épisodes dans cette histoire. En 2016... lorsqu'on a déclaré la liquidation forcée de la on a déclaré la mise de la BIAC sous gestion administrative le 31 mai 2016. En fait, conformément à la loi bancaire, les actionnaires avaient 10 jours francs pour aller contester la décision au niveau du tribunal de grande instance. Mais ils n'ont jamais fait ça. Et quand il y a eu en fait cette mise de la banque sous gestion administrative, il y a eu des conséquences juridiques qui devaient être tirées. Cela veut dire quoi? Les administrateurs provisoires qui devaient gérer cette banque, la BIAC, les administrateurs qui venaient de l'État congolais, donc de la Banque centrale du Congo. Non. C'est là où en fait il y a de l'amalgame. C'est là qu'il y a eu des problèmes. Les deux premiers administrateurs, les deux premiers présidents de l'administration provisoire de la BIAC n'étaient pas agents de la Banque centrale. Voyez, donc la Banque centrale peut prendre n'importe qui, mais pourvu qu'il ait en fait de l'expertise pour piloter. D'ailleurs, pour ce que peut-être beaucoup de gens ne savent pas, lorsqu'il y a eu la mise sous gestion administrative de la FIBank, c'était pratiquement pendant la même période que la BIAC, mais c'était un agent, c'était un ancien de la BIAC en fait qui a eu à piloter ça, un retraité de la BIAC dont je salue aussi. Et je profite de votre plateau pour les saluer, M. Ramazani. C'est lui qui a eu à piloter. Donc, on ne prend pas seulement les agents de la Banque centrale, mais on peut prendre toute personne en fait qui a l'expertise l'expertise nécessaire en fait pour piloter ces comités. Et c'est ce qui est arrivé. Les actionnaires ne sont pas allés en fait, ils n'ont pas introduit leur recours et les conséquences juridiques telles que je le disais tantôt, le comité de direction devait tomber et les conseils d'administration même. Donc, ce qui fait que ceux qui viennent avec les comités d'administration provisoire, ils sont d'office des membres du comité de direction et puis membres du conseil d'administration, donc administrateurs. Et c'est eux en fait qui dirigent la banque au quotidien. Ils les suivent au niveau du comité de direction et au niveau du conseil d'administration. Mais cela n'a pas été le cas.
Ça a été le cas. Ils ont été contestés. Ça a été le cas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les actionnaires, ils ont voulu en fait aller à la contre de la loi bancaire. Cela veut dire quoi? Quand il y a eu la mise sous gestion administrative, on avait arrêté les actionnaires. Les actionnaires étaient aux arrêts. Mais malins qu'ils étaient, ils se sont dit, ben, nous cherchons les moyens pour vendre la BIAC. Donnez-nous en fait, remettez-nous nos passeports parce que leurs passeports étaient confisqués. Remettez-nous nos passeports. Nous devons aller chercher les investisseurs pour vendre la BIAC. L'État congolais leur a remis les passeports. On a enlevé en fait les poursuites qui pesaient sur eux. Mais malheureusement, ils sont allés en Europe. Quand ils sont rentrés, c'est pour tenir en fait une assemblée générale qui n'a pas été convoquée par les gestionnaires. Les gestionnaires qui étaient là. Voilà. Ils ont convoqué leur assemblée générale eux-mêmes le 4 novembre 2016. Et au cours de cette assemblée générale des actionnaires, ils vont décider de la liquidation volontaire de la BIAC. Donc, cette assemblée-là était tenue en fait en violation de la loi bancaire numéro 003 de février 2002. Mais ce sont quand même eux les actionnaires. En quoi est-ce que ça viole la loi? Parce que lorsque les actionnaires décident de liquider volontairement la banque, en quoi est-ce que ça viole la loi? Il y a eu... Pour les communs des mortels, ils doivent savoir ce que les actionnaires ont fait, c'était grave. D'abord, en fait, ces actionnaires-là qui déclarent la liquidation volontaire de leur banque, ils ont, au travers de leur société, d'autres sociétés de groupes, des dettes de la BIAC. Alors que la loi est claire en cette matière-là. Ils ne pouvaient pas, en fait, dépasser, en fait, il y a un coefficient qu'ils ne pouvaient pas dépasser. Mais ils avaient dépassé. Ça, c'est un, au travers de leur société de groupe. Et deuxièmement, la banque travaille avec l'argent des épargnants. Voilà. Et c'est comme ça que la loi dit, si vous faites tomber une banque en faillite, on doit vous arrêter. Parce que c'est l'argent des épargnants que vous avez à dilapider. Et c'est ce qui s'est passé à la BIAC. Donc ils ont dilapidé l'argent des épargnants, c'est comme ça qu'on devait les arrêter. C'est comme ça qu'on devait les arrêter, mais ce qui a été le cas, les passeports ont été remis, et puis après la liquidation volontaire. Comment jugez-vous aujourd'hui, vous en tant qu'association des anciens cadres et agents de la BIAC, comment jugez-vous le processus judiciaire qui a été mis en place pour un temps soit peu le redressement ou même la liquidation de cette banque? Y a-t-il eu des désordres? Il y a eu des désordres causés par les actionnaires parce qu'ils ne voulaient pas de la loi bancaire. Ils savaient que la loi bancaire ne leur donnait aucune chance de récupérer leur banque. Ils le savaient. C'est comme ça qu'ils vont aller avec leur jugement, pardon, avec leur PV de l'Assemblée générale, nommant, en fait, déclarant une liquidation volontaire. Ils vont aller avec au niveau du tribunal de commerce, alors qu'en matière de banque, on ne peut pas aller en fait au niveau des tribunaux de commerce. On les attendait au niveau des tribunaux de grande instance. Soit ils sont allés là-bas et les tribunaux de commerce leur a donné en fait, ils ont eu un premier jugement, leur octroyé en fait la liquidation forcée et la liquidation volontaire plutôt. Mais la Banque centrale est allée en appel. C'est ce qui fait que les liquidateurs qui ont été nommés par les actionnaires à l'époque, ils n'ont jamais travaillé. Et l'un des liquidateurs, c'est l'actuel liquidateur qui est là, qui est aussi un agent de la BIAC. Donc c'est un peu ça. Et qu'est-ce que vous êtes en train de poursuivre concrètement avec votre collectif? Vous poursuivez quoi au juste? Le paiement des arriérés ou tout simplement voilà, l'indemnisation et le remboursement, on peut le dire ainsi, de l'argent des épargnants? Pour nous, les collectifs, nous sommes en train de poursuivre premièrement les paiements des décomptes finaux des agents BIAC. Et au-delà des paiements des décomptes finaux des agents BIAC, il y a aussi en fait les salaires qui se trouvent jusqu'aujourd'hui dans les comptes, mais que les agents n'ont jamais versé, n'ont jamais retiré. D'ailleurs, pour votre information, même certains collègues qui ont eu à démissionner au début de cette crise, il y en a jusqu'aujourd'hui qui n'ont jamais touché leurs décomptes finaux. Donc, nous sommes en train de nous battre en fait pour que l'on puisse nous payer nos décomptes finaux conformément à la loi. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que l'État vous a abandonné? Parce qu'on sait que lorsqu'une institution bancaire connaît une telle situation, le rôle de l'État, à travers notamment la Banque centrale, c'est de protéger à la fois les épargnants,
mais aussi les employeurs qui sont en majorité des Congolais. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que l'État congolais vous a abandonné? L'État congolais ne nous a pas abandonnés, sauf qu'il y a eu quelques personnes qui ont eu à torpiller un peu en fait les prérogatives de la Banque centrale. Parce que ce que les gens doivent savoir, les juges en matière de banques, c'est la Banque centrale du Congo. C'est comme ça que les législateurs l'ont voulu. Mais malheureusement, on fait tout en fait pour que la liquidation se passe en dehors en fait de la loi bancaire. Vous voyez? En dehors de la loi bancaire, et ça c'est extrêmement inquiétant, notamment pour la justice. C'est inquiétant parce que, d'autant plus que lorsqu'on traite la liquidation en dehors de la loi bancaire, ça sera une liquidation non encadrée. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les liquidateurs qui travaillent avec les actionnaires, normalement, ils doivent rendre compte à la Banque centrale, mais ils rendent compte à personne, alors que la loi est claire là-dessus. Les liquidateurs doivent rendre compte à la Banque centrale. Ça, c'est un. Et quand on vous nomme liquidateur, vous devez être agréé à la Banque centrale. Justement, en fait, c'est pour bien circonscrire cette dépendance-là des liquidateurs vis-à-vis de la Banque centrale. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec la liquidation volontaire demandée par les actionnaires, les liquidateurs ne rendent compte à personne. Et il est en train de payer les agents de forfait. Parce que dans la procédure de liquidation, lorsqu'on liquide une banque, le tout premier travail que les liquidateurs doivent effectuer, c'est en fait d'identifier tout ce que la banque a comme dette vis-à-vis du personnel, vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis des clients, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des actionnaires aussi. Et ce travail a été fait. Mais malheureusement, on fait ce travail. Pour payer maintenant les agents, on doit en principe les inviter. Vous calculez le décompte final, vous envoyez, par exemple à moi, vous m'envoyez en fait mon décompte final. Vous avez en fait les modalités de calcul. Je vais voir en fait à peu près 24 heures ou 72 heures avant. Je regarde en fait les modalités de calcul et puis je vous dis, ben, je suis d'accord avec ça. Si je ne suis pas d'accord, on va encore revenir à la table. Là, ça se fait de manière individuelle. Mais malheureusement, au lieu de passer en fait par la publication ou d'appeler les agents pour venir, non. Les liquidateurs et la délégation syndicale, ils ont mis en place en fait une procédure propre à eux. Ils appellent les agents individuellement pour leur demander, en fait, pour leur proposer ce qu'ils ont déjà calculé. Alors, dans cette proposition-là qu'ils font aux agents, c'est loin inférieur, à peu près les 1/3 ou les 1/4 de ce que les agents devaient toucher. Mettez-vous à leur place. Quelqu'un depuis 2016, on ne le payait presque pas. Il arrive en 2020, on liquide la banque. 2023, l'actionnaire leur dit, venez, ben, moi, en fait, les liquidateurs plutôt disent, ben, moi, je vais vous payer. Voilà ce que je peux vous donner. Voilà ce que je peux vous donner. Alors que, il y a eu un rapport de l'IGF. Dans ces rapports de l'IGF a évalué, en fait, la dette des agents à 16 millions de dollars. Mais, les liquidateurs et les actionnaires ont mis 4 millions à la BIAC, justement en fait pour payer. Donc, si vous prenez 16 millions moins 4 millions, donc il y a un 12 millions qui va constituer en fait un bonus de liquidation des actionnaires. Et il y a un point aussi très important. Les montants que les actionnaires ou les liquidateurs sont en train de payer maintenant aux agents, les liquidateurs payent jusqu'en 2016. Parce que ils restent cramponnés avec leur date de liquidation volontaire. Ils payent jusqu'à fin 2016. Alors que la banque a continué de fonctionner jusqu'en 2020. Vous voyez? Et ben, il y a des agents qui ont pris, c'est comme nous au collectif, nous n'avons pas pris, nous on s'est dit, on ne prendra pas en fait cet argent-là, on continue à se battre parce que de 2016 à 2020, nous avons cotisé. L'argent se trouve dans les comptes de la banque, nous avons cotisé en fait pour les CNCS, nous avons payé les impôts. Et là, je demande en fait au directeur général des impôts d'ouvrir l'œil et les bons pour venir voir. Il y a l'argent de la DGI en fait qui traîne à la banque, qui est en train d'être volé. Je ne mâche pas mes mots. Cet argent-là est en train d'être volé. Parce que cet argent-là, si nous restons dans la logique de 2016 pour les actionnaires, cet argent-là ne sera jamais reversé dans les comptes de la Direction générale des impôts et dans les comptes des CNCS. Il y a aussi en fait des Gérard aussi qui est concerné. Vous voyez, donc même les collègues en fait qui sont retraités,
ils ont du mal aujourd'hui parce qu'on leur demande les preuves de paiement des 5 ans, donc à peu près 60 mois. Ils doivent montrer en fait les preuves de paiement, alors que c'est depuis 2016 que la BIAC retenait, on mettait l'argent dans les comptes. On doit vous demander encore des preuves. Voilà, la banque retenait, en fait, quand on nous payait, on retenait d'office, CNCS, impôts et consorts, mais on ne les reversait pas. C'est ça le vrai problème. Cet argent-là est dans les comptes de la BIAC, dans les comptes internes de la BIAC. Donc il faudra que les directeurs généraux de la DGI, et des autres régies financières, et les autres régies financières, parce qu'à la BIAC, il y a eu plusieurs régies financières. Et il faut qu'ils viennent voir la situation. Sinon, en fait, si on reste dans la logique de 2016, cet argent-là est perdu. Et nous, les agents, on va nous voler, en fait, notre travail de 2016 à ces jours. Moi, par exemple, avec certains d'autres collègues des collectifs, nous continuons à nous considérer comme des agents BIAC parce qu'on n'a pas encore résilié nos contrats. Voilà. Les contrats n'ont pas encore été résiliés. Pas plus tard qu'au mois de mai 2023, la justice a décidé de classer sans suite les dossiers de monsieur Michel Losembe, qui était l'ex-DG de la BIAC. Comment avez-vous accueilli cette décision alors que vous êtes en train justement de souffrir pour arriver à recouvrer vos droits, mais vous apprenez que quelqu'un comme monsieur Losembe vient d'être tout simplement relaxé, on peut dire ainsi, par la justice? Ben, mon analyse, en fait, ça c'est l'analyse personnelle. Ça risque de surprendre les gens parce que Michel Losembe aussi, pour moi, c'est une victime. C'est l'une des victimes de la BIAC parce que je vous ai parlé tantôt des capitaux frais. Michel Losembe est arrivé en 2013 avec un plan de redressement de la BIAC. Et ça veut dire que avant d'arriver justement au plan de redressement, ça veut dire que la situation de la BIAC, il y avait déjà certaines situations avant-coureurs. Déjà, vous évoquez la 2013. C'était déjà prévisible. C'est avant 2013, c'est-à-dire 2009-2010. La Banque centrale demandait aux actionnaires déjà de faire une augmentation de capital. Au besoin, s'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour faire une augmentation de capital, mais d'ouvrir l'actionnariat à d'autres actionnaires qui peuvent apporter en fait le capitaux frais pour le fonctionnement de la BIAC. Et Michel Losembe est venu avec un plan de redressement, c'est comme ça qu'on l'a engagé, il vient avec un plan de redressement, et dans ces plans de redressement-là, il devait chercher les gens pour l'accompagner dans ces plans de redressement, et lorsqu'il y a redressement, tous les financiers savent qu'il y a ceux-là en fait qui devaient perdre leurs emplois, mais Michel est resté, ces plans de redressement n'a jamais été financé jusqu'à ce qu'on a déclaré la banque à faillite et puis Michel a été mis de côté. Donc pour moi, en fait, c'est aussi l'une des victimes de la BIAC. C'est l'une des victimes. Parce que lorsque vous venez avec un plan, ces plans doivent être financés pour, comment dirais-je, pour par exemple fermer une agence. Les agences qui n'ont pas été rentables, on devait les fermer normalement. C'était dans ces plans de redressement. Mais le monsieur arrive, on ne lui donne pas les moyens pour exécuter son plan de redressement. Mais il vient avec des spécialistes, en fait, pour des gens, il vient avec d'autres agents pour l'accompagner dans cette mission de redressement. Et ces agents-là arrivent, ils sont là. Et ceux qui devaient partir, ils ne sont pas partis. Et ça, c'est extrêmement... Et ça a augmenté, en fait, l'enveloppe salariale. Et ça a pesé sur la banque. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et justement, et quelle est votre analyse aujourd'hui sur notamment le gel des comptes des Blattner? On sait qu'ils ont quand même aussi quelque chose à voir là-dedans. Ben, apparemment, ça je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi s'il y a eu gel des comptes, mais s'il y a eu gel des comptes, ça doit être en fait... Leur compte à la Tembe, pour être précis. À la Tembe, on n'a pas encore gelé, parce que c'est la Tembe qui est en train de payer les agents BIAC. Et moi, je pense même que les autorités doivent ouvrir les bons. La Tembe doit être sanctionnée parce que les liquidateurs qui émettent les titres de paiement à la Tembe, ces liquidateurs-là n'est pas agréés par la Banque centrale. Vous voyez, conformément à l'article 61 de la loi bancaire. Il n'a pas été agréé. Il est en train de travailler sans l'agrément. Et les Tembe ne vérifient pas si les liquidateurs qui est en train de donner de signer les ordres de paiement a été agréé par la Banque centrale. Ça, c'est grave, ça. Il y a un risque énorme du point de vue compliance, conformité, au niveau, en fait, des TMB, que TMB
doit assumer. Ben, je n'aime pas citer les noms, comme vous l'avez cité, voilà pourquoi j'y réponds. Mais il doit assumer en fait ces risques-là en termes de compliance, parce qu'ils sont en train d'exécuter les ordres de paiement d'un liquidateur non agréé. Il y a des sanctions, la Banque centrale, je pense que pourra les sanctionner. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on vient d'en évoquer, donc c'est un peu plus complexe le dossier de la BIAC. Quelle est aujourd'hui la suite? Je sais que la question, ce n'est pas totalement à vous qu'elle devrait être adressée, mais quelle suite aujourd'hui la BIAC réserve aux épargnants? Bon, pour les épargnants, on doit les payer. On doit payer les épargnants, mais déjà, ça tombe mal. Parce que si déjà avec les agents, où on devait payer quelque chose comme une enveloppe qui tourne autour des 16 millions, bon, ça aussi en fait on devait les vérifier. Nous devons vérifier en fait les modalités de calcul de l'IGF. On ne l'a jamais vérifié. Mais si déjà, pour une enveloppe de 16 millions, voilà ce que ça fait. On est en train de payer les forfaits aux agents. Et pour les épargnants, là où il y a beaucoup d'argent, mais ça va être catastrophique. C'est pourquoi que j'en appelle en fait à l'État congolais. L'État doit prendre des mesures conservatoires, c'est-à-dire bloquer ces liquidateurs-là qui ne continuent pas à travailler. Mais si on le bloque, ça va bloquer toute la situation. Mais justement, d'abord il est là d'une manière illégale, et puis il est en train d'exécuter une liquidation qui n'est pas contrôlée. Vous voyez? C'est-à-dire il risque de vider tous les patrimoines, et puis on arrivera à un certain moment, on n'aura rien pour payer les agents qui n'ont pas encore été payés. Et puis on arrivera à un moment où on ne saura pas payer les fournisseurs et même les épargnants. C'est surtout les épargnants. Et c'est ça le rôle même de la Banque centrale, c'est veiller. L'État lui a confié ces rôles-là, de veiller en fait à l'épargne publique. Donc on doit mettre les mécanismes en place. Et c'est de la même manière lorsqu'il y a eu en fait un liquidateur nommé par la Banque centrale. Qu'est-ce que les actionnaires ont fait? Chaque fois qu'on voulait nous payer, les actionnaires en fait allaient. La dernière opération c'était avec la Cour de cassation pour justement neutraliser en fait ces liquidateurs-là. Avec une plainte, et une plainte qui a été truffée de mensonges. Et l'État congolais, en fait, doit prendre les choses entre les mains, comme il a toute la situation. Il faut utiliser la même voie, voire en fait avec la Cour de cassation, la Cour de cassation pour neutraliser ces liquidateurs, parce qu'il est en train de dilapider en fait les patrimoines de la BIAC. Comment vous imaginez l'État congolais par les biais de l'IGF? D'ailleurs, ce que beaucoup de gens ne savent pas, l'IGF est venu à la BIAC parce qu'il a été invité par les actionnaires via la Cour de cassation. Et l'IGF qui fait les rapports, il fait les évaluations, et on ne veut pas tenir compte de ces évaluations. Ça veut dire que depuis le rapport de l'IGF l'année dernière, si on se rappelle bien, rien n'est fait jusque-là, malgré les recommandations et tout ce qui a été révélé. Au lieu en fait d'appliquer les recommandations de l'IGF, les actionnaires sont tentés de faire ce qui leur semble bon. C'est-à-dire, l'IGF dit que non, moi, je calcule, c'est 16 millions, l'enveloppe salariale des agents, en fait, l'enveloppe des décomptes finaux des agents, mais les actionnaires sont tentés de donner 4 millions. Et les 12 millions-là ira où? Et ça, c'est en complicité avec la délégation syndicale de la BIAC. Ça, c'est en complicité avec la délégation syndicale. Et une délégation syndicale qui passe à la télé pour parler au nom des agents, alors que tous ces délégués syndicaux ont été déjà désintéressés depuis le mois de mai. Donc, logiquement, ils ne peuvent plus parler au nom des agents. Parce que, non seulement ils ont été désintéressés, mais cette délégation syndicale... désintéressés, la justice? Non, ils sont désintéressés par l'actuel liquidateur. Non seulement ils ont été désintéressés... Et qui a le droit aujourd'hui de parler au nom des agents? C'est le collectif. Parce que cette délégation syndicale-là est hors mandat depuis 2019. Ils ont été votés en 2015. En 2019, leur mandat devait prendre fin. Donc ils sont hors mandat. C'est depuis 2019 que cette délégation syndicale est hors mandat. C'est l'une des raisons en fait de la création des collectifs aussi. Vous voyez? Et le président de la délégation syndicale, dont je détiens même son attestation en fait des fins de service, que lui-même a posté dans le forum de la BIAC. Donc logiquement, c'est malhonnête de sa part lorsqu'il passe à la télé pour parler des agents BIAC alors qu'il a déjà touché. Le bon sens voudrait qu'il ne parle plus de ces dossiers parce qu'il n'est plus agent. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Mandiangou. Je rappelle que vous êtes vice-président du collectif des agents et cadres de la BIAC. Une dernière question avant de terminer. Comment vous entrevoyez aujourd'hui l'avenir de toute cette affaire avec la BIAC?
est-ce que vous aurez gain des causes? Est-ce que vous pensez que les épargnants auront leur dû? Les épargnants auront leur dû parce que ce que d'autres personnes ne savent pas, nous aussi nous sommes des épargnants. Tout à fait. Les agents, ce sont des épargnants internes. Et c'est comme ça qu'à ce titre-là, l'État, en fait, nous donne en fait les privilèges d'être les créanciers super privilégiés. Parce que non seulement nous avons notre épargne là-bas, mais il y a aussi en fait nos décomptes finaux. Donc, j'entrevois en fait l'avenir avec optimisme parce que ce que d'autres personnes ne savent pas, au moment où nous parlons, il y a une requête en tierce opposition faite par l'État congolais au niveau du Conseil d'État, justement en fait pour casser la décision qui a remis la banque entre les mains des actionnaires défaillants et qui continuent à devoir à la BIAC. Nous ne savons même pas si aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont payé tout ce qu'ils ont eu comme dette à la BIAC. Donc, nous attendons, malheureusement, en fait, c'est depuis le 8 août que l'État congolais a introduit en fait sa requête. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore eu audience. Et nous, ça commence à nous inquiéter. Voilà pourquoi nous en appelons à l'État congolais par le biais de la ministre de Justice et du ministre des Finances, d'essayer un peu de voir ce qui se passe là-bas parce que normalement, si nous arrivons le 8 août et le 8 octobre ici, ça va faire 2 mois depuis que l'État congolais a introduit en fait sa requête en tierce opposition. Et ça, c'est grave, ça. Nous savons qu'en fait, au niveau des grandes cours comme ça, comme le Conseil d'État, les dossiers ne traînent pas. Mais quand ça prend trop de temps comme ça devient quelque peu inquiétant. Donc, l'État doit suivre, l'État doit ouvrir l'œil et les bons pour voir ce qui se passe là-bas. Parce que le Conseil d'État nous a déjà fait des coups. Nous, les agents, nous avons dénoncé ça à plusieurs reprises. Mais, qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, j'ai dit en fait au Conseil d'État, il n'est pas encore trop tard pour se ressaisir et faire les choses correctement. Donc le Conseil d'État peut toujours se ressaisir et faire les choses correctement. C'est la chance en fait que l'État congolais lui a donnée. Et quel message aujourd'hui à vos collègues, agents et cadres de la BIAC? C'est le message d'espoir en leur disant que nous serons payés et correctement payés. C'est vrai que c'est difficile, nous sommes des pères de famille et il faut faire face en fait aux dépenses quotidiennes. Il y a la famille, les enfants, il y a aussi nos dépendants. Mais j'apporte en fait les messages d'espoir. Et avec en fait la requête en fait du gouvernement congolais, moi je suis confiant que ça va aller, qu'ils attendent. Et d'ici là, nous aurons en fait gain de cause. Merci une fois de plus, Patrick Mandiangou, vice-président du collectif des agents et cadres de la BIAC, la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, qui a connu des difficultés en 2016, une difficulté qui a fortement bouleversé le monde bancaire en RDC. Merci une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Nous sommes arrivés complètement à la fin. Dans l'entretemps, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur votre télévision.